Écoutez, je vais faire, si vous permettez, quelques remarques préliminaires. La première remarque que je voudrais faire, c'est que j'ai un biais. Mon biais, c'est que j'aime les musées. Euh, et que pour moi, les musées sont des lieux essentiels, des lieux excessivement importants dans notre société et des références presque non seulement essentielles, mais déterminantes même pour la société. Et que les musées, j'aime tous les types de musées. Et c'est la première remarque que je voudrais faire, c'est dans le fond, au-delà de la définition même de l'ICOM, il faut reconnaître qu'il y a des différents types de musées et que ces musées sont tous importants, avec différents modèles, et que tous ces musées reposent d'abord et avant tout sur des projets culturels, sur une vision, sur une lecture, non seulement des collections, mais surtout de la société en général, et c'est ça qui est déterminant. Et il ne faut surtout pas s'enfermer dans un seul type de muséologie, dans un seul type de musée, et chaque institution doit trouver son propre sens, sa propre détermination. Et donc, ce que je vais vous raconter, ça a nécessairement des limites parce que je n'ai que 20 minutes et je devrais avoir beaucoup plus de temps pour tout dire ce que je voulais dire. Mais c'est important de se rappeler cette nuance fondamentale. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on parle de musée du 21e siècle, on a souvent la tendance à s'imaginer qu'on s'inscrit uniquement dans cette idée du changement lié nécessairement aux technologies notamment. Et c'est vrai que les technologies sont déterminantes. Elles ont toujours été déterminantes pour toutes les sociétés, à toutes les époques. Lorsqu'on a inventé le bateau à vapeur, ça a été un moment important. Lorsque les trains sont apparus, lorsqu'on a transformé tous les moyens de transport, lorsqu'on est arrivé avec le livre, on a constaté des changements déterminants dans les sociétés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, la technologie est en train de nous bousculer nos habitudes et nos façons de faire. Mais en même temps, je dirais que ce n'est pas complètement nouveau. Et toutes les sociétés, on est dans des sociétés qui sont vivantes, les sociétés évoluent, et c'est normal qu'il en soit ainsi. C'est normal que les musées doivent constamment s'adapter, constamment changer, constamment se renouveler pour répondre à ces changements. Que le 21e siècle n'est pas uniquement donc ce rapport lié uniquement aux technologies, mais à des changements aussi qui sont profonds dans nos sociétés, avec une conscience de plus en plus forte que nous vivons non seulement dans un monde globalisé, mondialisé, avec une culture qui est mondialisée, mais avec aussi cette idée du respect, par exemple, des diversités culturelles, qui est un mouvement nouveau dans la réalité. Et pour moi, les musées du XXIe siècle traduisent aussi cette réalité et cet enjeu de vivre à la fois dans un monde globalisé, mondialisé, mais dans le respect aussi de la diversité culturelle et des différences, et de tous les enjeux liés notamment aux minorités. C'est peut-être parce que je viens d'une société minoritaire, mais je suis excessivement sensible à cette dimension-là et cet enjeu fondamental qui est un enjeu du 21e siècle. Comme la question de l'environnement est une question aussi fondamentale du 21e siècle. Et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur la question de l'environnement, mais qu'il y a des enjeux encore qui vont être déterminants au cours des prochaines années. Non seulement en termes de changement climatique, mais en termes de nouvelles visions de l'adaptation, je dirais, des institutions à l'urbanité et aux sociétés en général et au vivre ensemble. Donc nous vivons des changements profonds au-delà de la technologie que les musées aussi doivent porter. Et j'ai commencé par illustrer, parce que je veux faire le lien évidemment entre architecture et muséologie, par quelque chose qui est du passé, mais qui visait à présenter la modernité. N'oublions pas que les musées ont été fondés, je ne reviendrai pas sur cette histoire des musées, mais ont été fondés beaucoup pour à la fois former le goût, trouver des chefs-d'œuvre, les objets uniques, déterminants, etc. Que beaucoup de musées viennent d'expositions universelles, et ces expositions universelles visaient à présenter, je dirais, la nouveauté, étaient les musées du 20e siècle ou du 19e siècle, etc., s'inscrivait donc dans cette idée de la modernité aussi à cette époque. Et je l'illustre par trois tendances qui sont déterminantes. Donc cette idée de l'importance des collections, de l'importance de la valeur des objets en général, je l'illustre par le Victoria and Albert, qui était un musée d'avant-garde, et continue d'ailleurs d'être un musée d'avant-garde, mais qui a vécu cette transformation profonde de l'objet et des collections en général. Parce qu'on a compris depuis quelque temps que non seulement
on devait s'intéresser aux chefs-d'œuvre, aux trésors, mais à l'ensemble des objets en général, à l'ensemble de la réalité, que cette réalité était composée bien sûr d'objets matériels, mais aussi d'objets immatériels. Et donc, il y a une première révolution qui est faite dans les musées, qui est la révolution effectivement de ce patrimoine. Et qu'on a un élargissement fondamental de l'idée du patrimoine et des collections en général. Et ce qui va poser de toute façon, et ce qu'on ne l'a pas abordé beaucoup hier, mais ce qui va amener tranquillement à poser la question de la mise en valeur de ces collections, fondamentalement, mais aussi, on voit sur un plan architectural de nouvelles tendances liées notamment aux réserves. On n'a pas parlé beaucoup des réserves, et je voudrais juste glisser cette petite réalité. On vient d'en parler tout de même pour Lausanne, qui est un projet merveilleux que j'admire, mais on vient d'en glisser un mot, mais je voudrais juste souligner que pour beaucoup de musées se pose cette question fondamentale dans la rénovation des institutions sur le rôle et la place des réserves dans l'institution. Et on sait que beaucoup d'institutions ont choisi non seulement de l'abriter directement dans son sein, mais aussi d'autres ont choisi de mettre à l'extérieur les réserves et d'en créer de nouveaux lieux qui s'appellent maintenant plus des centres de conservation et d'études sur les collections, ouverts au public, avec de nouveaux modes d'approche, de nouveaux modes d'appropriation de la réalité des collections. Et donc, sur un plan, je dirais, architectural, la question des réserves et des collections se pose aussi pour une institution muséale. L'idée de la transformation des institutions muséales, elle n'est pas neuve aussi, elle n'est pas nouvelle, que des collections et des réserves, on a passé rapidement à cette idée de l'interprétation, du discours, de la parole avec le public et de l'échange avec le public, en se disant que le musée était composé bien sûr de collections. S'il n'y avait pas de collection, en général, ce n'est pas un musée. Donc, il y a un fondamental, mais s'il n'avait que des collections et s'il n'avait pas de public, ce n'est pas non plus un musée. Et donc, comment on travaille avec le musée? Je dirais que depuis 1957, on réfléchit à cette question-là. Les musées se posent cette question de l'interprétation. Beaucoup de courants ont amené cette idée, ont bouleversé le monde des musées déjà. Je pense aux écomusées qui nous ont rappelé l'importance du territoire en général, l'importance de d'autres types de patrimoine, du patrimoine immatériel, mais l'idée aussi de travailler avec des publics, avec des communautés, et que ça a bouleversé complètement aussi les musées. Les musées actuels doivent composer avec cette double réalité, cette réalité des collections, de l'importance des objets, de l'importance des réserves, de l'importance de cette mise en valeur, de cette identification des objets de collection, qui est un enjeu excessivement important, et d'un autre côté, comment on fait pour transmettre, pour établir une médiation avec le public et quelles sont les avenues pour développer de nouveaux liens avec les publics, pour que les gens comprennent, participent et partagent cette réalité de l'importance des objets. Alors, je me souviens déjà du musée du voisinage à Washington, à Nosticant, qui a été aussi une révélation déjà dans ces années-là, où on disait que le patrimoine, c'était aussi le quartier, c'était aussi les Noirs qui habitaient ce quartier, qui avait toujours été négligé, méprisé par la société américaine en général, et qu'on remettait en valeur, à qui on redonnait la parole. Et dans le fond, François Mérès identifie dans son encyclopédie de la muséologie une nouvelle tendance qui est, je dirais, la tendance du spectaculaire, la tendance Bilbao, à Beaubourg, etc. Mais moi, au-delà de cette tendance du spectaculaire, ce qui me frappe surtout comme nouvelle tendance, c'est que maintenant, le musée s'inscrit effectivement comme un lieu fondamental dans une ville. Le 21e siècle, c'est aussi ça, cette idée du développement des villes. D'ailleurs, les États prennent de moins en moins d'importance, les villes prennent de plus en plus d'importance, et que les musées s'inscrivent dans un territoire donné. Et là, il y a une véritable conscience de cette importance et de ce rayonnement et de cette visibilité dans la ville et de cette intégration dans la ville. Il ne s'agit pas uniquement d'être spectaculaire, il s'agit d'être pertinent et ouvert et perméable à la ville. Et beaucoup de projets de musées à l'heure actuelle, à travers le monde, servent d'outils de développement urbain. Le musée de la civilisation à Québec était un outil de développement urbain, était un projet bien sûr culturel, je pourrais revenir sur cette idée-là, mais était aussi
un projet de développement urbain, puisque c'était un quartier abandonné. Et là, dans le fond, l'architecte Moshe Chavdi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a réussi à concevoir un projet qui est un projet d'intégration, parce qu'on est dans une ville du patrimoine mondial, dans un quartier du patrimoine mondial, et son signal architectural est plutôt un signal d'intégration. Mais ce musée a été construit en pensant aussi à un projet culturel. Et c'est ça que comme le musée des Confluences a été perçu aussi non seulement comme un projet culturel, mais aussi comme un projet de développement urbain, puisque c'était un quartier abandonné. L'idée était de développer ce quartier, de regagner, de doubler le centre-ville de Lyon. Et c'était excessivement important d'avoir un outil emblématique pour répondre à cet enjeu de développement urbain. Donc, musée et développement urbain, je trouve que c'est une tendance excessivement importante. Mais ça a été construit d'abord et avant tout en même temps se posant la question du sens. Pourquoi qu'est-ce qu'on veut raconter? Et dans le fond, le choix architectural, que ce soit le musée de la civilisation ou le musée des Confluences, repose sur cette idée fondamentale que le musée a un projet culturel, qui est un projet culturel qui est ouvert sur des publics, que les publics sont excessivement pluriels, et que l'important est un lieu de traduction entre la société en général et la population. Comment expliquer le monde, comment comprendre le monde et comment expliquer le monde à l'ensemble des publics. C'est ça l'objectif. Et là, une fois qu'on a défini un projet culturel, ça oblige à avoir un type de programme qui est aussi déterminant. Et c'est vrai que les espaces qui sont définis, que ce soit des espaces qui sont liés à cette idée des espaces d'exposition, de synthèse et de référence, pour moi, les expos permanentes, c'est terminé. Hein, on va appeler ça des expos de synthèse et de référence. Permanente, ça veut tout simplement dire que c'est trop long. Hein, et alors que synthèse et de référence devrait avoir l'ambition de donner le sens du projet culturel, le fondement du projet culturel, de faire la synthèse de ce projet culturel et des espaces de déclinaison qui doivent s'adapter après, compte tenu des publics visés, des thèmes choisis, mais que le musée, en faisant son programme, a établi qu'il y avait autre chose ou d'autres modèles et qu'il fallait avoir non seulement des salles de conférence, des ateliers, etc., qui ont déterminé le choix architectural. Et c'est vrai que c'est d'abord et avant tout le programme détaillé, que ce soit le musée de la civilisation ou le musée des Confluences, qui nous a incités à choisir ce type d'architecture. Et il y a eu un concours international pour le musée des Confluences et c'est vrai que le projet de Kopp et Membla était le projet qui répondait le mieux au programme en termes de circulation des œuvres, des objets, circulation du public, comme volonté de projet culturel. Donc tout projet architectural, repose d'abord et avant tout sur un projet culturel et sur une vision et sur une lecture. Je pense que c'est une chose qui est fondamentale et on ne pourra pas comprendre un projet architectural si on ne comprend pas l'intention. En même temps, il y a un certain nombre d'enjeux, je pense qu'au-delà de ce qu'on veut raconter, qui sont incontournables pour tous les musées. La question du développement durable, je pense, est aussi une question importante pour les institutions muséales. Et il n'y a pas un musée actuel qui peut éviter cette question-là. J'ai choisi deux exemples. L'exemple, c'est Renzo Piano. Je crois qu'il y a une faute, le N est tombé là. C'est Renzo Piano à San Francisco et un exemple chinois que j'ai choisi. Mais peu importe ces exemples, il y a des liens incontournables entre la culture, l'économie, la société et l'environnement général. Et je pense que la leçon de l'Agenda 21, la leçon du développement durable, c'est aussi cette réalité-là. Ce n'est pas uniquement parler d'écologie ici, donc il s'agit de parler de relations avec la société en général, de relations avec son milieu, comment on intervient avec son milieu dans une perspective de développement économique, parce que les musées du 21e siècle doivent lutter avec cette idée à la fois du développement et de la décroissance. Je ferais remarquer qu'on est pris dans une double dynamique, dans une contradiction fondamentale. Notre système capitaliste est fondé d'abord et avant tout sur le développement, alors qu'on sait que sur un plan environnemental, on devrait aller davantage sur la décroissance. Donc, la question du développement durable doit se poser pour toutes les institutions architecturales sur un plan contemporain, et les musées doivent considérer cette réalité-là dans leur aménagement. Je dirais que c'est la première lecture de la complexité du musée
avec son milieu qu'il faut avoir et bien définir. Autre tendance fondamentale, je pense que tous les musées ont maintenant une approche thématique et pluridisciplinaire. Et là, on sent qu'il y a une véritable volonté partout à traiter des sujets. Hein. On n'est plus dans la lecture uniquement des collections à la queue leu-leu. On est réellement dans une approche qui essaie de comprendre des ensembles, de comprendre le monde, de comprendre une collection, de comprendre la société, de comprendre un aspect, etc. Donc, on a une approche beaucoup plus thématique. Et c'est vrai qu'on a une approche beaucoup plus interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Je pense que les musées qui se définissaient uniquement par une discipline, c'est de plus en plus limité. Les musées de sciences l'ont compris depuis longtemps. Les musées de sciences utilisent l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie pour expliquer les liens entre la science et la société en général. Donc, ils ont souvent une approche qui est pluridisciplinaire. Les musées d'ethno ont souvent compris aussi cette idée-là. Ils utilisent à la fois l'économie, la sociologie, l'anthropologie, la théologie même, etc., pour expliquer la réalité. Mais de plus en plus, ces institutions ont intégré même les notions de beaux-arts. On a vu de plus en plus d'artistes intervenir dans les musées de sciences et de plus en plus d'artistes intervenir dans les musées d'ethnographie. Et par ailleurs, les musées de beaux-arts ont de plus en plus aussi une approche qui est une approche beaucoup plus intégrée. Ils se perçoivent davantage comme des lieux qui explore par exemple la création, je vais être simpliste et manquer de nuances là, mais qui explore l'idée de la création d'une façon large et non pas uniquement le beaux-arts d'une façon étroite. Et le Musée des beaux-arts de Montréal, pour moi, est un bel exemple. Et ce que Nathalie Bondil a dit, vous avez trouvé Nathalie? Ce que Nathalie Bondil dit est assez intéressant. Nathalie Bondil dirige le Musée des beaux-arts de Montréal. Elle vient d'ouvrir un nouveau pavillon. C'est une institution en développement sur le plan architectural. Il y a non seulement des pièces maîtresses, mais aussi des pavillons thématiques qui sont inscrits dans la ville. On devient un véritable quartier du musée. Mais même donc le Musée des beaux-arts a réfléchi et dans le fond, on comprend son développement et on comprend ses pavillons, on comprend les gestes architecturales si on comprend sa pensée. Et sa pensée, elle est fondamentale sur l'idée qu'il faut ouvrir même les beaux-arts à d'autres disciplines, ne pas s'enfermer. Et d'ailleurs, maintenant, elle est en train son prochain pavillon, même s'il n'est pas annoncé, mais je sais qu'il va venir, ça va être son pavillon lié plus aux cultures du monde, en disant qu'on ne peut pas traiter des beaux-arts uniquement sur un plan occidental. On est dans un monde mondialisé, il faut faire le lien avec les autres types de cultures. Et donc, une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus large, qui va conduire aussi donc à des choix architecturaux en conséquence. Donc, cette approche thématique et pluridisciplinaire est une tendance fondamentale. L'autre enjeu, je pense, est un enjeu lié à ce que j'appelle la globalisation et l'enracinement. Tous les musées sont condamnés à cette idée de l'enracinement. On est d'abord et avant tout un musée d'un endroit. On est d'abord et avant tout situé dans un environnement déterminé. On appartient, on est d'une ville, on est d'un pays, on est d'une société en général. Mais on n'est plus dans un monde en même temps enfermé uniquement sur cette ville, sur ce pays et sur cette société. On sait bien que nos rapports sont beaucoup plus globaux et qu'on se définit d'une façon différente et sous plusieurs angles. Hein. D'ailleurs, la question de l'identité est une question excessivement complexe parce qu'il y a l'identité personnelle, l'identité biologique, l'identité... il y a toutes les formes d'identité. Et je pense qu'une fois qu'on a compris cet enjeu fondamental entre, je dirais, le global et le local, ça nous entraîne à des choix stratégiques aussi excessivement différents et à des orientations différentes qui vont avoir des conséquences sur l'architecture et sur nos choix d'architecture. Une fois qu'on l'a voulu, par exemple, s'inscrire dans un réseau international, si vous êtes inscrit dans un réseau international comme musée, si vous voulez présenter aussi les projets d'ailleurs qui vont nourrir votre propre société, ça a des exigences sur un plan architectural. Ça a des exigences sur cette idée de est-ce qu'on doit répondre, par exemple, est-ce qu'on doit créer des résidences d'artistes, est-ce qu'on doit prévoir notre institution d'intégrer
à des résidences d'artistes en provenance de pays étrangers? Est-ce qu'on doit faciliter les échanges d'expos et donc encourager, avoir des espaces formels réservés à ces échanges d'expos d'une façon nette? Est-ce que nos activités de recherche sont nécessairement internationales, font appel aussi à des experts internationaux? Comment on fait pour les intégrer véritablement dans notre institution? Le Centre canadien d'architecture à Montréal, le Centre canadien d'architecture à Montréal est un projet intéressant premièrement, c'est un projet privé, c'est une mécène qui a développé ce projet. Mais le Centre canadien d'architecture est un projet. Ce qui détermine son champ, c'est d'abord avant tout un lieu d'expertise. C'est d'abord avant tout un endroit qui s'adresse aux spécialistes architectes dans le monde. Et donc, c'est sûr qu'en concevant ce projet architectural, il a conçu aussi des bibliothèques, des lieux de résidence, des lieux de formation, des lieux d'études beaucoup plus développés que dans d'autres institutions, qui a coloré son type de projet architectural. Je vous rappelle d'ailleurs que Félix Lambert disait toujours, nous ne sommes pas un musée qui expose des objets et déclare ceci est de l'architecture. Nous essayons de faire réfléchir les gens. Et je pense que c'est excessivement important. Donc cet enjeu globalisation locale est aussi très important. Comme la question des types de savoir. On a parlé hier du savoir, comme s'il y avait un seul type de savoir. Moi, je pense que les musées se sont rendus compte de plus en plus qu'il y avait plusieurs types de savoir. Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-vivre ensemble, puis il y a le savoir comme la connaissance. Et les musées doivent se situer aussi par rapport à cette définition même du savoir. Il y a, par exemple, les économusées qui sont un concept de plus en plus international, fondé au Québec, qui est cette idée de dire comment développer les savoir-faire, comment faire partager les savoir-faire. Donc, le musée n'est plus un lieu uniquement d'exposition, est un lieu qui accueille des gens qui enseignent, qui transmettent fondamentalement ce savoir-faire, où on donne des cours, où on explique, où on a de la technologie, où on touche, où on manipule, où on fabrique. Donc, il y a toute cette idée de choix du type de savoir qu'on veut faire qui va conditionner aussi notre type d'architecture et qui va déterminer un certain nombre de choix. Donc, la question des publics, au-delà du savoir, la question des publics, ça aussi est une question fondamentale. Vous devez répondre à la question suivante, à qui vous vous adressez, c'est quoi l'intention même, non seulement du type de savoir, du type de connaissance, mais à qui. Et ça aussi, les réponses sont excessivement complexes. Il ne s'agit pas de donner une réponse unique, là. Il y a des musées comme le Musée de la Civilisation, comme le Musée des Conférences, ont choisi de s'adresser à l'ensemble du public avec une vocation, je dirais, de démocratie, de démocratisation culturelle très, très forte, qui l'ont conduit à des choix stratégiques et à des choix culturels, mais vous pouvez choisir de vous adresser à des publics beaucoup plus spécialisés compte tenu d'un certain nombre de fonctions. Vous devriez voir l'image ici d'un musée autochtone au Djibougoumou, à l'Institut culturel CRI, qui a été conçu d'abord et avant tout pour la communauté et qui a été conçu comme un lieu d'échange, parce que l'importance pour la communauté CRI, c'est le partage intergénérationnel, c'est comment les personnes plus âgées racontent aux plus jeunes leur passé, donc c'est plus une société de parole, c'est vrai, une société d'échange, et que le musée a été construit au centre même du village, et toutes les rues conduisent, et ce lieu devient véritablement un centre culturel, parce qu'il s'adresse d'abord à un public déterminé, qui est le public local, avec une vraie volonté de partage et d'expérimentation locale et d'échange. Et donc, c'est vrai que l'architecture a été pensée de cette façon-là, en conséquence. Si vous vous adressez à un public généraliste diversifié, vous changez complètement de choix stratégique. On pourrait parler des modes d'apprentissage, la même chose. Il y a aussi des choix stratégiques à faire en termes de modes d'apprentissage, parce que vous pouvez choisir de le faire. Et là, les musées ont compris qu'on pouvait décliner presque à l'infini ces modes d'apprentissage.
je ferais remarquer qu'on n'a pas parlé beaucoup du art les murs, parce que pour moi, le musée s'inscrit bien sûr dans l'architecture, mais de plus en plus, le musée est aussi art les murs. Par exemple, le musée de la civilisation travaille dans une cinquantaine de villes à l'heure actuelle au Québec, dans les centres hospitaliers de longue durée, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas venir au musée, où on organise des activités de médiation, notamment liées sur la mémoire, auprès de ces personnes, qui durent 32 heures dans chacune des communautés, où on retrouve la mémoire. Je dirais qu'il y a même des cas absolument extraordinaires. Il y a des gens qui ont retrouvé, des Alzheimer qui ont retrouvé la parole. Donc, il y a des actions aussi qui se font entre les murs, mais je vais passer sur cette partie, comme je vais passer sur cette idée de la volonté, pour moi, l'évolution des attentes de public. Et les publics ont changé beaucoup au cours des dernières années. Il y a véritablement une volonté de participer, une volonté de faire appel à l'ensemble des émotions, la notion d'expérimentation. Le besoin et la recherche de sens est fondamental et toutes les études le démontrent, mais aussi un caractère convivial des visites et une souplesse de l'offre. Il y a un certain nombre d'enjeux donc, qui sont excessivement importants sur le plan architectural, et c'est vrai que le musée change fondamentalement. Il devient de plus en plus un lieu beaucoup plus complexe qu'un seul lieu de conservation. Et j'ai choisi pour l'illustrer un lieu qui est à la fois un musée, le monastère des Augustines, qui est fidèle à l'histoire, qui raconte une histoire, mais qui est aussi un hôtel, puisque toutes les chambres des Augustines qui étaient là et maintenant offertes à l'hôtel, mais dans un sens très précis, lié à la santé et au bien-être, puisque cette communauté religieuse a travaillé depuis le 17e siècle, s'est implantée au Québec, visait la santé de façon globale. Et donc, ce nouveau musée est un musée qui intègre à la fois une fonction de conservation, de mise en valeur des collections traditionnelles, mais aussi d'ateliers qui développent la santé. Vous avez même des cours de yoga, là, il y a tout. De la méditation en général, et c'est donc un lieu de repos aussi pour les gens, un lieu d'accueil, un véritable hôtel. Donc c'est sûr que le choix architectural va complètement changer compte tenu de la vocation même de l'institution qui est de plus en plus large et de plus intégrée à la société. Donc, enjeu urbain, j'en ai glissé un mot, je voudrais juste peut-être terminer sur cette idée puisque je dois terminer sur les enjeux économiques et sur la difficulté des institutions muséales et la question économique en général. Nous vivons une période qui est une période difficile sur un plan économique, peut-être pas en Suisse, mais ailleurs, et que ça a des répercussions fondamentales sur des projets culturels. Et c'est un enjeu excessivement important. Et je pense que les musées ne peuvent pas négliger cette idée-là. C'est une conséquence sur l'architecture parce que les musées développent les musées ont développé de plus en plus des lieux pour accueillir des centres de congrès, pour avoir une vocation touristique, pour développer. Mais ça peut avoir aussi l'effet pervers de trahir son projet culturel. Et on doit peut-être parfois accepter des projets qui sont des projets plus rentables sur un plan économique, mais moins intéressants sur un plan culturel. Et je pense que les musées sont aussi confrontés à cette réalité. Merci beaucoup.